Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je fais suite aux deux autres meet-up qu'on a déjà fait avant. Donc le premier qui était la mise en place de la stratégie de test générale. Et on avait dit qu'il y a une partie qui concernait la mise en place de la stratégie d'automatisation qui sera détaillée dans un autre meet-up. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je rappelle aussi que Mehdi qui est là, il a fait un meet-up sur l'automatisation de tests, donc toute la chaîne d'automatisation avec Cypress et l'intégration continue sur Azure. Et les deux présentations sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Extime. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler un peu des objectifs, pourquoi on met en place une stratégie d'automatisation, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer ce chantier-là, l'architecture de l'automatisation de tests, euh, comment faire la conception d'une architecture d'automatisation de tests, comment développer la solution et on finira par la partie maintenance et quelques KPI. Donc, les objectifs, là, je n'ai pas tout mis, mais en gros, l'objectif d'automatiser les tests, déjà, c'est réaliser les tests qui ne sont pas réalisés par un humain. Réduire le coût de test et réduire la période de test. Et j'insiste sur ces deux objectifs parce que, en fait, c'est pas parce qu'on a automatisé les tests qu'on va réduire le coût de test et la période de test. C'est quand on met en place une bonne stratégie de test, à ce moment-là, on va arriver à ces deux objectifs-là. Une couverture plus large, ça ne veut pas dire non plus qu'on va tout automatiser. Ça veut dire qu'on va automatiser un socle de tests de non-régression, ce qui va permettre aux testeurs fonctionnels d'élargir encore le périmètre de tests, de faire des tests exploratoires, de faire d'autres tests qui ne seront pas faits par les tests automatisés. Et dans ce cas-là, on va établir une couverture plus large. Forcément, on va améliorer l'efficacité du test aussi. Alors, les tests qui ne sont pas réalisables par un humain, ça peut être les tests de sécurité, ça peut être les crash tests, par exemple, ou les tests d'intrusion. On envoie pour faire tester justement la sécurité du système. Donc, tout ça, nous, on peut pas le faire manuellement. On peut le faire de façon automatisée. Donc, les objectifs, donc on fait une architecture d'automatisation de tests qui doit garantir la maintenabilité. Donc, le projet doit être maintenable parce que là, on est souvent confronté à des clients qui disent on a automatisé les tests, mais tellement qu'ils n'ont pas cherché à faire cet aspect de maintenabilité, c'est que le projet, il ne vit pas beaucoup. Ça veut dire qu'à un moment donné, une fois on a délaissé un peu le projet, quand on revient, il y a souvent des bugs, des problèmes, et on va mettre plus de temps à analyser, chercher le problème, que faire les tests manuellement. Et c'est pour ça qu'en général, on se trouve devant des situations où on va mettre ce projet-là dans la poubelle. Donc, la modularité, et là, on parle de diviser le maximum nos features ou nos scénarios de test en petits modules. Plus on garantit la modularité, mieux c'est après pour l'aspect déjà de remplaçabilité. On peut remplacer facilement des modules qui sont plus utilisables ou suite à une évolution de système à tester. La compatibilité, forcément, donc si on travaille sur une automatisation d'un projet, il faut que les outils, les technos de SUT, donc c'est le système under test, c'est le système qu'on teste, doit être compatible entre eux.
L'amélioration continue, forcément, donc c'est pas parce qu'on a mis en place des tests automatisés qu'on cherche pas à les améliorer, à identifier le problème. Et ça rejoint le point 5 et 6. C'est il faut chercher à augmenter le nombre de vrais positifs, des bugs, parce qu'on est souvent confronté à des bugs qui ne sont pas détectables dans les tests automatisés, mais qu'on les détecte dans les tests manuels. Et donc là, il faut aller chercher, analyser pourquoi on ne les détecte pas. Forcément, c'est que le test il est mal développé, ou peut-être qu'on aille plus loin dans le test manuel et que ce n'est pas le cas dans le test automatisé. Pour le moins de faux positifs, ça c'est un grand problème que je pense qu'on a tous vu, enfin, ceux qui font les tests automatisés, c'est que souvent on a des problèmes liés au fait que déjà le test est mal conçu. Donc les tests échouent, mais en vrai, quand on refait le même scénario manuellement, ça fonctionne. Là, ça va demander plus de temps à aller chercher le problème, les conflits, ce qui s'est passé, ce qui est en vrai une perte de temps. Et c'est pour ça qu'en général, il y a des clients qui disent, bon, on laisse la partie automatisée, on fait que des tests manuels parce que ça va prendre plus de temps à analyser ces faux positifs. Septième point, forcément, c'est la facilité d'analyse des résultats. Plus tu as fait des petits modules, des fonctions et tout ça, plus c'est facile à analyser, à suivre les problèmes et les échecs. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Non? Ah, tout est clair pour le moment, pour ma part. Et maintenant, tu ne vois pas la réduction du coût. La réduction du coût. Test automatique. Mais j'étais encore dans plan et objectif. Oui, mais aussi, on va passer des tests manuels pour s'assurer que les tests automatiques. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on a automatisé le test, c'est qu'on va réduire le coût et le temps. Parfois, on fait le contraire. Parce que si on ne met pas en place une bonne stratégie avec un cas de test bien rédigé, avec une méthode basée sur les process ou les données, donc dans ce cas-là, si on ne fait pas les choses bien, on va perdre plus de temps que le faire manuellement. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour essayer de parler de tous ces points-là. À long terme peut-être. Voilà, tu vas investir au début à mettre en place la stratégie. Tu vas gagner à long terme parce qu'une fois que tu as mis une bonne stratégie qui est maintenable, que tu as mis en place les modules, donc c'est facile à les remplacer, les adapter et tout ça, tu vas récolter les fruits après. Mais si tu fais n'importe quoi au début, après, c'est forcément, tu auras des problèmes de maintenance, surtout avec le turnover, les équipes qui changent. Il y a un autre automaticien de test qui vient, il ne va pas pouvoir comprendre ce qu'il a fait l'autre, surtout si on n'a pas en plus documenté le projet. Donc, c'est ça le problème qu'on doit éviter. Donc, sur la phase de préparation, on doit se concentrer sur 4 aspects. Donc, l'architecture de l'automatisation de test, la stratégie d'automatisation de test, le framework qu'on va utiliser et la testabilité de SUT. Donc là, pour l'architecture de l'automatisation, c'est ce qu'on disait, ça doit être une architecture bien conçue et maintenable, qu'on prenne le temps vraiment d'analyser. Il y a même des profils aujourd'hui qui s'appellent architectes de test et qui savent déjà transformer la partie exigence fonctionnelle et non fonctionnelle en scénario de test. Et là, on parle de la bonne connaissance de l'architecture de SUT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on connaît le système qu'on teste, mieux qu'on peut mettre en place notre architecture. Parce qu'en gros, si on connaît que le système, à un moment donné, pour un test de création de compte, par exemple SSO, il va aller requester un microservice contact et après, il va aller requester un microservice Connect One. Donc là, on peut bien rédiger notre test parce qu'on sait les communications qui se passent entre API, base de données, interface. C'est pas pareil quand on ne sait pas ce qui se passe derrière et qu'on n'a que l'interface à automatiser. Et là, forcément, à un moment donné, s'il y a un changement au niveau interface,
ben, après, tu es obligé de refaire le test et le redévelopper. Donc, la testabilité de SUT il doit être testable forcément. Donc, quand on dit testable, parce qu'on était souvent confronté, et je pense que je peux donner un exemple aussi, par exemple, la partie paiement. Quand on a un système qui communique avec SSP, par exemple, pour passer en prélèvement. En général, c'est des systèmes qui sont un peu critiques de la banque, qui ne te permettent pas de tester sur un environnement de test. Et c'est pour ça que j'insiste sur la phase analyse, parce que si tu sais au début que tu as une partie de ton système qui n'est pas... qui n'est pas accessible pour les tests, tu dois prendre en considération pour développer tes bouchons, développer tes mocks, pour essayer de simuler le retour de la banque, pour peut-être essayer de voir avec le fournisseur s'ils peuvent nous fournir une application ou un composant de test pour pouvoir automatiser les communications entre le système et la partie paiement. Donc, voilà un exemple de quand on dit testabilité de SUT, parce qu'on souvent on trouve des composants que parfois on est obligé de les changer, de les moquer, de les simuler. Voilà, là on a parlé des interactions aussi entre l'interface et les données. Et le TAE, c'est l'ingénieur d'automatisation qui devrait forcément commencer par identifier les modules ou les composants facilement automatisables. Donc, la stratégie d'automatisation de test, donc ça rejoint l'architecture. Elle doit être cohérente avec le système qu'on teste. Elle doit considérer justement toutes les approches, donc les tests interface, les tests API. Déduire l'approche à suivre en fonction de particularités de SUT. Ben, c'est ce qu'on disait, il faudra vraiment analyser le système à tester pour voir ce qu'on peut tester, ce qu'on ne peut pas tester, ce qui est accessible, ce qui n'est pas accessible, pour mettre en place dès le début ce qu'on appelle les crochets de test ou les bouchons. Donc, le framework d'automatisation de test aussi, il faut prendre le temps d'analyser le marché, de voir le framework le plus adapté à notre besoin. La techno aussi le plus adapté à notre SUT. En général, on a toujours besoin un peu d'aide des développeurs. Donc, ça serait bien d'utiliser un framework qui utilise la même techno, le même langage que les développeurs qui sont avec nous pour pouvoir nous débloquer, nous conseiller si besoin. Pas de questions? Si, j'en ai une. Bon, je me permets de revenir sur la partie là où tu as fait référence. Donc, les pièges à éviter dans la phase de préparation. Hein? Il y a quelqu'un qui parle. Pardon? J'ai levé la main, bon, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, pardon, j'ai pas vu. En fait, je voulais rebondir sur le sujet de test exactement, là, quand tu as des tests sur les interactions. Est-ce que tu fais référence sur des tests purement utilisateurs ou c'est un test de bout en bout? Alors, je parle des tests de bout en bout. Après, c'est un grand sujet. Pour moi, les tests qui sont automatisables, c'est vrai, c'est forcément des tests de bout en bout stables, sont dit des tests de non-régression stables. Après, ça dépend vraiment de besoins de chaque projet. Qu'est-ce qu'il faut automatiser? Bon, ce que je sous-entends par la question, plutôt l'objectif, c'est de savoir qui est la partie ou la personne concernée par ces tests. Est-ce qu'ils sont plutôt les testeurs ou les équipes métiers? C'est une bonne question. Non, ce n'est pas les équipes métiers. Je ne pense pas que les équipes métiers ont les compétences nécessaires pour automatiser des tests. Pour moi, c'est les automaticiens de tests, donc c'est l'équipe test et qualité. Après, ça dépend des structures et ça dépend de l'entreprise. Alors, il y a des entreprises qui recrutent que des développeurs et des testeurs fonctionnels et parfois les développeurs sont amenés à automatiser des tests.
Je parlais précisément de l'exécution, pas le développement. Parce que, bon, dans un monde parallèle, je dirais, parfait, en fait, il y a des cahiers de tests qui sont développés à côté de cahiers de charge. Et là, en fait, il y a les tests, même s'ils sont développés par des développeurs ou des spécialistes en matière, en fait, il y a toujours les équipes métiers qui lancent les campagnes de tests pour s'assurer que la version mérite bien d'être livrée aux clients. Et lance Bon, je les sais tests pas si j'ai automatisés. dérapé parce que le contexte de test est trop vaste et je veux pas en fait trop déraper. Non, il n'y a pas de souci, mais ils lancent les tests automatisés, les métiers. Oui, en fait, il y a aujourd'hui des outils, bon, ça fait longtemps, il y a des outils de campagne de test qu'on appelle des outils de gestion de plan de test, là où il y a des tests qui sont C'est les tests centralisés. fonctionnels, c'est les tests rédigés manuellement. Pour la première fois, parce que c'est un cahier de test plutôt derrière qui va dérouler tous les tests de bout en bout pour déterminer si la livraison est bonne ou il y a des problèmes dessus. Et là, tu parles des tests manuels qui ont été rédigés manuellement. Non, Comme des tests non, auto. tests Des auto tests que le auto. métier exécute, c'est ça? Oui, soit le métier, soit la personne qui est plutôt l'interface d'équipe métier, le Oui, PO, mais le PM. après ce qui intéresse les métiers, c'est juste le rapport à la fin. C'est que tout est OK. Oui, exactement. Et si c'est pas OK, bah, ça retourne chez vous, les développeurs, c'est ça? Ça retourne vers les développeurs, mais il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de son côté. Il a Et même un c'est juste ratio, un portail. Bon, j'ai travaillé avant avec TestLink, si tu n'as jamais entendu parler. Oui, je connais. Oui, je parlais plutôt de concept de portail avec tout un rapport sur les tests déroulés. Bon, tu n'as pas besoin de les dérouler un par un. C'est ce que je voulais dire. Au final. Oui, bah en fait, ça dépend de l'architecture. C'est ce que justement on va D'accord. en parler tout à l'heure. C'est plus tu fais tes modules indépendants, plus tu peux lancer des tests un par un ou alors les lancer simultanément. Mais au moins, tu garantis l'indépendance. Ça veut dire que si un test échoue, il ne va pas embarquer tous les tests qui suivent et les mettre en chaos. Oui, parce que tout à l'heure, tu as dit on va faire des tests sur les API, la base, sauf que ce genre de tests, à ma connaissance, sont totalement indépendants de l'architecture de l'application. Ils sont à la Après, ça toute dépend, moi je dirais ça dépend du niveau de maturité et de technicité des clients. Pour moi, plus tu couvres tous tes API, tous tes flux de communication avec la base, avec les API, plus tu garantis que ton test il est OK, parce que tu as couvert tous les endroits. Après, C'est pas le rôle des autres tests? Pardon, je t'ai interrompu. oui, mais les autres tests, enfin, je suis désolée, mais moi personnellement, je ne sais pas ce qu'ils font les développeurs dans la partie test unitaire et intégration. Donc, enfin, je ne peux pas dire que ce test-là, je le laisse parce qu'il est couvert par un test unitaire ou intégration. Tant que je n'ai pas cette visibilité-là, on essaie de couvrir quand même dans les tests de bout en bout. Le test fonctionnel doit être totalement en fait, en boîte noire plutôt sur le fonctionnement et les détails techniques qui lui couvrent. Ça dépend Après, chacun a de sa votre approche. philosophie, Oui. chacun met les choses à sa sauce, mais voilà l'idée en tant que je Moi, sais. là, on parle que là, c'est déjà ce cours-là, il est inspiré de ESTQB Test Automation. Donc, dans les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, il faut vraiment analyser le système à tester, il faut aller chercher tous les composants, toutes les interactions avec les autres systèmes. Après, on n'est pas tous en train de suivre ça. Mais la présentation, elle sert justement à montrer ce qu'il faut faire si on veut suivre les bonnes pratiques. D'accord. Désolé de trop diverger. Non, il n'y a pas de souci, hein, ça sert pour ça.
Je pense que c'est... Alors, oui. Donc, on revient sur les pièges à éviter. Donc, premier point, là, ne jamais créer un script qui est trop dépendant de l'interface. Justement, c'est ce qu'on disait. Parce que plus ton script il dépend de l'interface, il ne s'adapte pas facilement au changement. Donc, l'idée, c'est d'essayer de réutiliser cette architecture pour d'autres, peut-être, projets et d'essayer de détacher justement les tests de l'interface. Ne pas créer un script de test trop dépendant de données particulières. Oui, en général, enfin, les tests, ils servent pas, enfin, les tests automatisés, ils ne sont pas faits pour automatiser les scénarios d'exception ou les données particulières. Ne pas créer un environnement d'automatisation trop sensible au contexte. Automatiser 100% des exigences de test. Ça, c'est un piège. Hein. Parce que là, parfois, on se trouve devant des clients qui disent on automatise tout. C'est pas conseillé parce qu'il y a forcément des tests que tu ne peux pas automatiser. Et il y a toujours, malheureusement, même si l'intelligence artificielle les automatise, tout ça, mais il y a toujours la vision du test manuel et le contrôle manuel qui doit être là, qui doit être présent. Surtout, on ne se permet pas de tout automatiser pour pas mal de secteurs métiers, la banque, tout ce qui est sécurité, santé, tout ça. Il y a toujours des vérifications manuelles à faire. Impliquer trop tard les ingénieurs de test dans le cycle de développement des applications. Oui, bah ça, je pense que on se trouve souvent devant des clients qui demandent, par exemple, des postes d'automaticien de test, qu'il met dans un coin et qui lui dit, voilà, ça c'est le système, je veux que tu l'automatises. Il ne connaît pas le métier, il n'a pas compris le système, il ne connaît pas le fonctionnel, mais voilà, ça c'est forcément, tu ne t'attends pas à avoir de bons résultats parce que enfin, le fonctionnel est très important pour pouvoir créer des scénarios, pour pouvoir aller plus loin dans les tests, dans les vérifications. Donc voilà, c'est parmi les pièges à éviter aussi. Donc, les facteurs de... Une question par rapport à ça. Donc là, je reviens. Donc là, pour vous, il faut prévoir un automaticien de test dès le début du projet. Oui, alors, dans les meilleurs de cas, c'est dès le début, c'est from scratch, on dit, parce que là, tu vas commencer sur de bonnes bases, tu vas déjà essayer de comprendre tous les tests petit à petit. Si tu es embarqué dans le projet, dans un projet d'automatisation qui est déjà commencé, avec un système que tu ne connais pas aussi, pour moi, c'est compliqué. Ou alors, il faut être patient et attendre au moins 6 mois, 1 an, que la personne comprenne bien la partie métier, essaie de comprendre le projet d'automatisation aussi, parce que c'est souvent un projet d'automatisation qu'on l'a fait toujours dans l'urgence, rapidement, on ne fait pas de commentaires, on ne fait pas de versionning, on ne fait rien. Donc, c'est compliqué à maintenir. Ouais, mais comment là on peut prévoir que, parce que pour moi, l'automatisation du test, elle est nécessaire surtout si on a une application qui va toujours évoluer. Oui. Un projet Et qui va vivre surtout. Qui va vivre et qui, on va dire que si on développe on fait un projet et on développe une application, on va dire qu'elle va vivre. Est-ce qu'elle va évoluer? Ça, on ne peut pas le savoir. Si elle vit, forcément, elle évolue. Elle ne peut pas vivre comme ça sans... Parce que même s'il n'y a pas d'évolution fonctionnelle, il y a des correctifs, des bugs. Et on va voir après que même les correctifs des bugs sur le SUT, le système, l'architecture, elle doit suivre même les corrections des bugs. Parce que si tu as corrigé un truc dans le SUT, il faut le corriger dans le test aussi automatisé. Ça communique ensemble. Donc, les facteurs de SUT influençant sur l'automatisation des tests. Donc, analyser un système testé pour déterminer la solution d'automatisation appropriée. Donc, le premier point, c'est les interfaces disponibles dans le SUT. Et là, on a 2 points importants, l'observabilité et le contrôle. Donc, le système, il doit être capable, parce que nous, on a des
points de contrôle pour faire des tests. Les points de contrôle, ça veut dire que pour chaque fonctionnalité ou exigence fonctionnelle ou non fonctionnelle, on doit avoir un état obtenu et un état attendu. On doit être toujours dans la comparaison. Ça veut dire que cette fonctionnalité-là, on attend ce résultat-là, il faut le comparer avec ce qu'on a obtenu. Et on va parler après, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas, par exemple, avant, quand on faisait des tests automatisés avec enregistrement, c'est avec le plugin là, Selenium IDE ou même Cypress, hein. Donc, on enregistre le test et on est là devant le PC à regarder si ça se déroule bien. Ce n'est pas des tests parce que tu n'es pas en train de faire des points de contrôle, des checks, des vérifications sur chaque fonctionnalité. Donc, le contrôle, forcément, il doit y avoir des contrôles sur les interfaces utilisateurs, les API, les services, les interfaces au niveau de communication aussi, TCP/IP, les bus, et ce qu'on disait tout à l'heure, les crochets de test, donc tout ce qui est composant intégré pour tester une interface qui n'est pas testable, qui est comprod. Après, on verra aussi pour les crochets de test, c'est que le risque, c'est qu'il faut toujours séparer la solution d'automatisation sur un environnement de test et la solution d'automatisation sur un environnement de prod, parce que forcément, tu dois l'adapter, retirer tous les crochets une fois que tu es en prod, pour que parce que en fait, tes tests vont échouer vu qu'en prod, tu n'as pas les crochets de test. Intégration de SUT avec les logiciels tiers. Donc, je pense qu'on travaille tous avec des interactions avec d'autres ERP. Je ne sais pas, moi, tu trouves un système avec les ERP Microsoft, CRM, NAV, PC. Le niveau d'intrusion. Et là, justement, ça suit le même principe de crochet de test. On peut être amené à faire modifier le SUT pour qu'il soit testable. Donc, le risque, c'est les faux positifs liés au niveau d'intrusion, erreur de livraison en prod, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut être attentif pour s'assurer qu'on a retiré tous les crochets de test. Et on parle de niveau d'intrusion parce que, en fait, plus tu utilises des crochets de test, plus tu augmentes le niveau d'intrusion. Ça veut dire que, en gros, ton taux de couverture va diminuer parce que tu ne couvres pas vraiment toutes les exigences. Vu que tu as une partie qui est simulée, tu ne testes pas vraiment le composant réel. Donc là, tu es en train de diminuer ta couverture de test. Les différentes architectures de SUT, une stratégie de test hybride qui permet de prendre en compte les différentes technos d'architecture. Et là, on va le voir après. Donc, la stratégie de test, elle peut regrouper plusieurs technos pour répondre aux besoins. Donc, là, on a un exemple d'architecture d'un framework de test. Donc, en gros, on a 4 couches horizontales. Donc, la première couche, c'est la couche de génération de tests, qui est en général manuelle, c'est rédiger le test. La couche de définition de test, aujourd'hui, on peut le faire avec Cucumber, par exemple, qui est un langage compréhensible par les éditeurs d'automatisation. Donc, là, si par exemple, on fait dans la couche de définition de test avec Cucumber, on peut le transformer en script directement dans la couche d'exécution de test. La couche d'adaptation des tests, donc on a tous les composants de SUT, l'IHM, l'API, les services, les protocoles. Donc là, si on donne des exemples, bien sûr, là, on parle de gestion de configuration comme Git ou GitHub. La gestion des tests, donc là, on parle, par exemple, comme je disais, de Cucumber ou le langage qu'on va utiliser pour l'exécution des tests. La gestion de projets comme Jira ou Azure. Et là, ça suit justement ce qu'il disait, je ne sais pas c'est qui est intervenu tout à l'heure, mais si on veut, par exemple, intégrer nos tests automatisés dans la chaîne d'intégration Azure, par exemple. Voilà, et le framework. Donc, on a Selenium ou Cypress ou Robot Framework. Il y a plusieurs frameworks.
Les activités de conception de l'architecture. Donc, là, il y a plusieurs approches et architectures. Donc, par rapport à chaque couche, donc pour la première couche, déjà, la génération des tests, donc que ce soit manuel ou automatisé, parce qu'on peut aussi, il y a des outils aujourd'hui où tu peux fournir les exigences, les specs, et en sortie, ils fournissent le cas de test. Ils font tous les chemins possibles et en sortie, on a tous les cas de test. En général, ce qui se fait aujourd'hui, c'est basé sur les exigences. Ça veut dire qu'on a des stories avec des critères d'acceptance ou des exigences métiers et qu'on les transforme en cas de test. Ça peut être basé sur les données, sur des comportements. Donc, ça dépend de la méthode utilisée dans le projet. Définition des tests. Donc là, on a des méthodes orientées données, des méthodes orientées mots-clés et des méthodes orientées modèles. Donc là, quand on dit orienté données, c'est ce que je vais expliquer après, c'est que il faut toujours éviter de mettre dans les tests les données. Donc, il faut toujours les isoler, les mettre dans un fichier à part. Ça facilitera après l'évolution, le changement des données. Donc, au lieu d'aller chercher dans le script toutes les données pour les remplacer, là, tu sais qu'ils sont dans un seul endroit et c'est plus simple pour les changer. Orienter mots-clés, ben, les mots-clés, c'est en général, c'est les cas d'utilisation. Ou alors orienter modèle ou process. Donc, exécution des tests, bien sûr, là on va se mettre d'accord sur l'outil, quel outil utiliser et quel langage utiliser. Et donc, pour la couche d'adaptation, c'est ce qu'on disait, on va parler de toutes les interactions, les surfaces, les outils pour tracer l'exécution, pour surveiller le SUT pendant les tests, et les outils pour stimuler et observer les interfaces de test. Alors, il y a juste des points d'attention. Il faut toujours privilégier l'abstraction dans l'architecture. Donc là, quand on dit abstraction, c'est que plus tu sépares tes tests à la partie spécifique de projet, mieux c'est. On va montrer un exemple après, où par exemple, si on utilise les actions, donc tous les tests sont sous forme des actions. Après, peu importe ce que tu as mis dans ta feature, forcément, si c'est une interface, tu vas toujours utiliser les actions. Donc, même si tu changes de projet carrément, tu fais remplacer tout dans la feature de test, tu vas toujours utiliser le même framework de test. Ça veut dire que ton travail, il peut être réutilisable sur plusieurs projets. Donc, bien sûr, là, on parle de la lisibilité, la compréhension pour les noms techniques, et c'est pour ça qu'on a inventé le Cucumber, par exemple. C'est un langage compréhensible par des métiers. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Myriam, donc coût initial supérieur. Donc, on va investir beaucoup au début parce que faut trouver déjà les bonnes compétences. Il faut déjà commencer, prendre son temps pour faire une étude de système à tester, le projet, les bons outils, les technos. Mais dans le temps, là, on va avoir un retour sur investissement. Donc là, c'est ce qu'on a dit aussi, comprendre l'environnement de SUT et estimation de temps et de la complexité. Je dis toujours que le projet d'automatisation, c'est un projet en soi. C'est pas quelque chose qui fait, c'est du confort ou quelque chose qu'on le fait à côté ou quand on a le temps. Et c'est ce que j'ai dit dans la présentation de la stratégie d'entreprise, si l'entreprise vise sur la partie test automatisé, il faut fournir les ressources, il faut fournir les moyens surtout. Donc, on ne peut pas dire qu'on va recruter un test fonctionnel ou même technico-fonctionnel pour faire un peu de fonctionnel, un peu d'automatisation. C'est un projet comme tout un autre projet qui doit passer par toutes les phases aussi, l'estimation, même les phases on peut même utiliser de l'agilité,
de planning poker, les réunions de revue pour l'amélioration. Voilà. Donc, on est toujours sur l'activité de conception et donc là, en descendant, là, on va augmenter le niveau d'automatisation et le niveau d'abstraction. Donc là, c'est avant ce que je disais tout à l'heure. Avant, ce qu'on faisait, en fait, on a un scénario. C'est ce qu'on a mis la méthode capture rejeu, pardon. Donc, on va installer ce plugin-là qui va enregistrer le test et on va le dérouler. Donc, on est d'accord que le code, il n'est même pas lisible, il est pas maintenable. Pour le même test, on peut le répéter plusieurs fois. Donc, voilà, c'est pas une méthode conseillée. Pour la deuxième, donc là, on a parlé de la méthode structurée. Et donc là, on a commencé à intégrer les méthodes avec des paramètres. Donc déjà, on a amélioré par rapport à la réutilisation pour ne pas répéter le même test plusieurs fois. Là, on va passer par des fonctions avec des paramètres où on peut changer les données, réutiliser la même fonction. Donc, on a encore les méthodes basées sur les données ou les mots-clés. Et là, on va essayer vraiment d'utiliser des méthodes, de séparer les données, les mettre dans un fichier à côté et d'utiliser les mots-clés. Donc, la méthode de mots-clés, c'est une méthode qui est conseillée surtout si les métiers vont être amenés à dérouler les tests, par exemple, parce que ça va leur parler, c'est des mots-clés, des fonctionnalités, s'authentifier, voilà. Donc, pour la dernière méthode, c'est les méthodes basées sur le modèle. Et là, on voit que l'ingénieur d'automatisation de test, il intervient qu'au début pour faire la modélisation. Donc là, on parle de cas où on a les exigences métiers et on va générer directement les scénarios de test ou les cas de test via un outil. Il y a un outil Matelot, je crois, qui fait ça. Donc, en input, il prend les specs métiers, en sortie, il va faire tous les chemins et il va générer les tests. Donc là, c'est un niveau encore poussé d'abstraction et d'automatisation. L'inconvénient, c'est que si jamais il y a une modification, il faut revenir vers le début pour faire la modification ici. Ça va, on fait... Comment choisir l'approche? Comment choisir l'approche? La première approche, elle n'est même pas conseillée. Il ne faut pas le choisir. Donc, pour les autres approches, personnellement, là, je pense que la plupart des projets, on est tous situés sur ces deux méthodes-là, où on utilise, on développe des méthodes directement, ou alors on fait par les méthodes par mots-clés. Je vais montrer un exemple tout à l'heure. Ou alors, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on peut utiliser une méthode hybride. Ça veut dire qu'on peut utiliser la structurée déjà pour les méthodes, mais on rajoute aussi la méthode basée sur les données et sur les mots-clés. Il n'y a pas de problème si on utilise les deux méthodes ou les trois méthodes ensemble. Cette méthode, elle est bien dans le sens où il y a zéro intervention de la part de testeurs, donc tout passe automatisé, mais il faut vraiment une compétence en conception des grades de test. Donc, ce n'est pas n'importe quel testeur qui a les compétences déjà pour cette partie-là. Donc, voilà, c'est en fonction des ressources, les compétences. Est-ce que l'ingénieur automaticien, il peut faire de la modélisation ou non? Mais en tout cas, quand on dit là, on augmente le niveau d'automatisation, le niveau d'abstraction, ça veut dire que plus on augmente le niveau, mieux c'est. Mais ça dépend toujours des ressources de projet.
Alors, comme je disais tout à l'heure, donc le projet d'automatisation de tests, c'est un projet en soi, donc il passe forcément par un cycle de vie. Donc, il faut forcément passer par une phase d'analyse, là, liée à la collecte d'informations, les exigences et tout ça, une phase de conception, le design, une phase de développement, tout ça on en a parlé, mais aussi une phase de test et déploiement. Et là, on va parler dans la slide d'après parce que on a souvent fait tous cette erreur, c'est qu'on a automatisé, on va exécuter les tests et c'est bon, alors qu'on oublie de passer par cette phase de test et de déploiement. Donc, l'idée, c'est de choisir un projet pilote, ce qu'on appelle projet pilote, qui ne soit pas trop compliqué ni trop facile, et essayer de lancer nos tests automatisés sur ce projet-là en particulier. Alors, ce projet-là, il a des critères aussi. Il doit être, on doit aussi faire les tests manuels sur le même projet et comparer. Est-ce que les tests automatisés ont pu identifier les mêmes bugs que les tests manuels? Alors, si par exemple, on a pu identifier que 20%, 30%, des bugs, ça veut dire que pour moi, ça ne passe pas en déploiement. Là, il faut revenir en phase de développement et déjà analyser pourquoi les tests n'ont pas pu détecter ces bugs-là. Si, par exemple, après, à chaque fois, moi, je dirais, c'est en fonction des critères qu'on met dès le début. Pour moi, par exemple, si on arrive à détecter 70% des bugs que les tests manuels ont détectés, parce que parfois, on peut même introduire des bugs nous-mêmes pour tester notre architecture. Donc, si on arrive par exemple à 70%, pour moi, on peut passer au déploiement et essayer d'améliorer au fur et à mesure. C'est ce qu'on a dit, l'amélioration continue. Mais au moins qu'on sait que déjà, notre projet d'automatisation, il est capable de détecter des bugs. Donc, s'il n'est pas capable de détecter des bugs, c'est qu'il y a un souci quelque part et il faut revenir en phase même d'analyse. Et comment, en fait, donc là, c'est qu'il y a des testeurs fonctionnels qui vivent avec le projet, Oui. et aussi des testeurs du projet d'automatisation de test. Oui. Comparer le résultat de l'automatisation avec les testeurs manuels. Ouais. Alors, c'est pas forcément, ça dépend de la structure, ça dépend si on a des testeurs fonctionnels et des automaticiens de test, ça serait bien. Ils discuteront ensemble, ils verront ce qui ne va pas. Peut-être que déjà l'expertise de testeurs manuels sur le fonctionnel, ils vont apporter un plus pour que les testeurs, les automaticiens corrigent ou améliorent leur script. Ça, c'est dans les meilleurs des cas. Si, par exemple, c'est le même automaticien de test qu'on est confronté souvent, malheureusement, à ce cas-là, on veut quelqu'un qui fait tout, fonctionnel, automaticien, ben forcément, il a l'expertise fonctionnelle, donc il doit être capable d'identifier pourquoi le test automatisé n'a pas pu détecter ces bugs. Après, il faut tester d'une manière automatique et aussi d'une manière... C'est ça. C'est ça, en fait, la phase de test. Pour moi, c'est comparer les résultats des tests manuels et des tests automatisés. C'est pour passer en déploiement, il faut que les résultats des tests automatisés soient identiques aux tests manuels. Comme j'ai dit, ça dépend. Pour moi, par exemple, dans notre projet, comme critère, moi, je mets 70%. Si on arrive à détecter 70% des tests manuels, parce que comme j'ai dit au début, on ne peut pas tout automatiser. Donc, si on arrive à détecter 70%, on est go pour faire un déploiement et on dit qu'on améliore au fur et à mesure notre projet d'automatisation. Mais si on est à un pourcentage de 20-30%, c'est qu'il y a un problème. Mais 70%, on fait exactement les mêmes tests? Oui, c'est les mêmes tests, justement. C'est ça l'exercice. C'est déjà, il faut sélectionner un projet qui n'est pas trop compliqué. Il faut sélectionner le projet. On peut même introduire des bugs s'il n'y a pas. On les introduit nous-mêmes, les bugs. On les détecte manuellement. On sait que manuellement, on a une dizaine de bugs. On lance les tests automatisés. Si on identifie, on détecte que 3 bugs, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais si on détecte 70%, ça veut dire qu'en termes de couverture, on n'est pas bon, non?
Non, parce qu'en fait, ça dépend. Si 70% on les a détectés parce que les 3 autres bugs, il faut analyser quand même dans tous les cas. Si les 3 autres bugs, c'est ou bien des tests qui n'ont même pas été automatisés, ça peut être des tests où le test automatisé ne va pas à ce niveau de détail. Il faut analyser. Et même si c'est vraiment un test automatisé qui n'est pas fiable, qui n'a pas fait son boulot, on passe quand même au déploiement et il faut aller à la phase d'analyse pour voir ces 3 bugs-là, pourquoi on n'a pas pu les détecter. Là, tu parles vraiment de projet d'automatisation. C'est ça. C'est un projet. C'est un projet. Alors, développement de la solution, ça, je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, c'est toujours le SUT, le système à tester, et la solution, elle doit garantir la compatibilité, il y a une erreur et la synchronisation. Ça veut dire que même au niveau équipe, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau technologie, outils, process, si les deux systèmes sont compatibles entre eux, ça permet encore d'aider parce que là, par exemple, si on parle de process, c'est pas logique si on est sur de l'agilité sur le système à tester et de cycle en V sur le projet d'automatisation. Pareil pour les synchronisations, toute modification sur le système à tester, il faut que cette modification-là soit propagée aussi sur le projet d'automatisation. Une évolution là, il faut une story de mise à jour de cette fonctionnalité, de script de cette fonctionnalité. N'importe quel projet avec n'importe quelle technologie et utilisable. Ça dépend, d'où la phase d'analyse au début. Normalement, tous les projets, c'est automatisable. Alors, en général, des technos qui sont compatibles avec d'autres et d'autres qui ne sont pas du tout. Je sais pas si je parle. En général, nous, aujourd'hui, ce qu'on a au niveau framework de test, normalement, c'est adapté à toutes les technos. Par exemple, Cypress, tu peux l'utiliser avec JavaScript si, par exemple, tu es plus sur des technos Java et tout ça, ou alors de TypeScript. Donc, voilà, c'est adaptable. Et aujourd'hui, sur Internet, même pour faire des migrations, par exemple, tu as commencé avec JavaScript, la techno a changé, tu peux aller faire la migration de tous tes tests vers la nouvelle techno. Par contre, il y a par exemple le protracteur à un moment donné qui a été déprécié. Du coup, là, c'était un travail dans la poubelle parce qu'on a fait les tests de bout en bout avec protracteur. Après, il a été déprécié. On refait depuis le début. Voilà, c'est des choses qu'on a dit déjà au fur et à mesure, mais c'est bien de réinsister. C'est toujours la réutilisation des composants. Donc, il faut toujours mettre dans la tête que les parties qu'on développe, ils sont toujours réutilisables. Les procédures de test, les bibliothèques de test, les scénarios, les composants, les données. Les composants à chaque fois, oui, la mise à jour des composants et la documentation surtout, c'est ce que je disais. Plus on documente tous nos scénarios, nos composants, les bibliothèques, mieux c'est pour garantir la maintenabilité. Alors là, c'est juste quelques exemples. C'est sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, par exemple, l'utilisation des actions pour les actions, ce qu'on a dit. Oui, alors, on n'a pas parlé des actions, on a parlé des mots-clés, mais c'est pratiquement la même chose. Donc là, c'est la séparation des données. Là, par exemple, c'est les environnements. En général, là, pour pouvoir lancer les tests sur un environnement différent, donc là, on met les données dans des fichiers. Là, sur votre Apple Watch. Désolé. Pardon.
Donc, donc là, justement, pour expliquer, j'attendais ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est les features rédigées en Cucumber. Donc là, le fait que nous, tous les clics et les actions qui sont là, on les a déjà regroupés dans les actions dans le framework. Là, demain, si par exemple, on va changer de projet, il suffit de changer ici les features. Les actions, elles seront toujours là. Donc, sur toutes les interfaces, on a toujours les clics, les selects, les saisie texte et tout ça. Et donc là, ça permet de rendre le projet réutilisable. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est juste le pilote. On a parlé de projet pilote. Donc là, ça passe par une phase d'identification de projet adéquat, la planification, conduire le pilote et l'évaluer. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sortir des KPI pour dire est-ce qu'on y va vers le déploiement ou non. Donc, pour la maintenance, justement, on a dit si on arrive à garantir déjà la modularité, donc les features fines et les séparées et indépendantes entre eux, évolutives, compréhensibles, donc on parle de la documentation, et testable, bien sûr. Donc voilà, lorsque cela est fait correctement, cela augmente la durée de vie de la solution et de sa performance. Pas de questions? Pas de questions? Ouais. Donc, les types de maintenance d'automatisation préventive, et là on parle de toute la phase support, par exemple, depuis le début, on peut rédiger des documents pour anticiper ce qui peut arriver plus tard. Corrective, si jamais il y a un bug, il faut qu'on est capable de le corriger. Perfective, il faut qu'on est toujours vers l'amélioration continue. Et là, on peut même faire des réunions de revue. Il faut le faire régulièrement pour essayer de voir ce qui ne va pas sur le projet, pour essayer de peut-être mettre à jour les scripts et les scénarios de test. À un moment donné, on tombe souvent vers les résultats de tests automatisés qui restent stables. Ça veut dire que plusieurs mois, on lance les tests, zéro bug, zéro anomalie. Et là, c'est pas bien non plus. Ça veut dire que nos tests sont rentrés dans une phase de stabilité, ou stagnation, voilà. Et que forcément, il faut aller peut-être mettre à jour nos tests, aller dans le détail un petit peu, mais il ne faut pas laisser un projet stagner comme ça. Et adaptatif, forcément, ça suit l'agilité, donc il faut que les tests puissent s'adapter avec l'évolution de systèmes à tester. Les bonnes pratiques pour une maintenance efficace, c'est documenter, modulariser, versionner et isoler. Et là, on parle d'isoler entre l'environnement de test et l'environnement de prod si on a utilisé des crochets de test. Oui, alors, ça, c'est juste quelques KPI pour évaluer du coup le projet à la fin. Donc, il y a la densité de défauts de code d'automatisation. Si par exemple, à un moment donné, on a une partie de code qui a beaucoup de défauts, beaucoup d'anomalies. Donc forcément, il faut faire des réunions de revue, il faut voir pourquoi sur cette partie-là, il y a souvent beaucoup de code et il faut le mettre à jour, corriger, changer. La couverture, donc voilà, si on arrive à un moment où nos tests automatisés sont fiables et que si nos tests, par exemple, automatisés couvrent 70% de la totalité des tests, donc là, on peut dire que nos tests automatisés couvrent 70% des tests, on va permettre aux testeurs fonctionnels ou manuels d'aller faire des tests exploratoires, d'aller faire des tests de sécurité, de performance, des crash tests, ce qui permet forcément d'augmenter la couverture de tests.
voilà, l'effort de test manuel équivalent. Donc là, si on est arrivé à un stade où, si par exemple pour une release ou une version, on fait 5 jours de test manuel. On va essayer de faire la même chose pour voir ça nous prend combien de temps pour valider cette version si on lance nos tests automatisés. Alors, si on lance le test automatisé lundi et que on a des bugs, alors, on a des bugs, il faut aller chercher, il faut aller analyser. Il y a une partie que peut-être c'est des vrais positifs. Il y a une autre partie que c'est possible que ce soit des faux positifs. Et il y a aussi les faux négatifs. Ça veut dire que il y a des bugs, mais les tests automatisés n'ont pas pu les détecter. Donc, si on va passer cette semaine-là 5 jours à analyser tout ça, ça veut dire que nos tests automatisés ne servent pas à grand-chose. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de réduire l'effort de test manuel. Et si on se trouve à un effort équivalent, ou alors parfois c'est plus, parce que nous, parfois, on était amenés à arrêter la partie analyse sur les tests automatisés et se mettre tous sur les tests manuels pour pouvoir livrer à temps. Et donc là, il faut se poser des questions. Voilà, ce que je disais, je l'ai répété 2 fois, je crois. Non, là, c'est l'effort de test manuel. Là, c'est anomalie test manuel vs anomalie test auto. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut comparer si on arrive à détecter les mêmes anomalies. Les logs, pour pouvoir suivre les problèmes. Et forcément, il nous faut un rapport de test. La matrice de traçabilité. Là, il faut toujours faire une matrice de traçabilité entre les exigences et les cas de test, et si on a bien couvert toutes les exigences ou non. Je pense que... Ouais. Ah ben, c'est tout pour moi. Des questions? Bien sûr, moi, c'est une question. Oui. Comment on peut dire là que le projet, cette automatisation est fiable? Parce que là, on peut avoir des faux oui. Il peut tourner le projet d'automatisation de test. Oui. Et il me dit des oui, alors que c'est des... Oui, c'est ça. Oui, mais comment on arrive à dire que c'est bon, en fait, nous, l'automatisation, elle était faite, elle est étape. Alors, c'est justement ce qu'on a dit depuis le début. Si on arrive à suivre déjà, en faire la mise en place de cette architecture en commençant sur de bonnes bases, ça veut dire qu'on va développer avec des méthodes basées, séparer les données, séparer la partie config, essayer un petit peu de faire des features minimalistes modulaires, garantir la maintenabilité. Même si à la phase de test, tout ça. Oui, on a fait tout ça. Même si à la phase de test, on a identifié des faux positifs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend. Si, par exemple, sur 10 bugs, on a identifié qu'il ne nous a pas détecté carrément de bugs, ou il a identifié qu'un bug ou deux, il faut passer par le process d'amélioration continue. Aller, analyser, redévelopper, tester. Oui, c'est ça. On va faire ce prophète, mais quand va dire c'est quoi le KPI qui va nous dire que c'est bon, ce projet-là. C'est nombre anomalie test manuel vs anomalie test auto. Si on arrive à trouver la même chose, c'est vraiment la perfection. C'est un peu compliqué. Et donc là, si on arrive à avoir ça, automatique vs manuel, on peut arrêter le manuel et... Oui, il faut le faire. Je pense qu'il ne faut pas donner confiance dès la première fois, mais il faut suivre peut-être 2-3 fois. Si vraiment à chaque fois on a le même nombre, là on peut faire confiance au test auto s'il n'y a pas eu d'évolution derrière après. D'accord. Est-ce que vous faites des campagnes après? Je comprends qu'il y a une stabilité à avoir, mais est-ce que vous faites après tous les 3 mois, vous faites en manuel pour valider? Alors, tu peux ne pas faire que les manuels. Tu peux choisir une zone localisée. Tu peux dire, moi, je vais prendre cette fonctionnalité d'authentification, de création de contact ou des trucs, et je vais la tester manuellement et je vais voir le test auto, il me donne quoi.
Enfin, c'est juste pour comparer. Après, avec l'expérience, tu as vraiment une idée sur les parties qui sont susceptibles le plus d'avoir des bugs.